Alors, le deuxième portrait est donné par Colette Charlot, qui est docteur en sciences pharmaceutiques, maître de conférences de chimie analytique à la faculté de pharmacie, qui a un diplôme national d'œnologie, qui est conservateur honoraire du musée de pharmacie Albert Ciurana et qui est membre de la Société d'histoire de pharmacie à Paris. Elle est aussi membre des Amis de l'Académie. Elle va nous parler de Antoine-Jérôme Ballard, le découvreur du brome. Alors, le parcours de ce savant montpelliérain est atypique et prestigieux. Atypique parce qu'il son lieu de naissance et non pas sa maison familiale au plan Renouvier, aujourd'hui Faubourg Féguerolles, comme c'était la coutume alors. Ça marche pas, bon. Mais il est né donc, comme c'était la coutume, on accouchait à ce moment-là dans la maison des parents, mais sa mère a accouché rue de l'Argenterie, chez une bourgeoise donc, de la ville, où elle occupait les fonctions de cuisinière. Atypique encore, car issu d'un milieu modeste, il aurait eu de la difficulté à faire des études si une bonne fée ne s'était penchée sur son berceau, en l'occurrence sa marraine, la patronne donc de sa mère, Madame Vincent. On connaît peu de choses de son enfance, sans doute heureuse et studieuse. Il aimait la lecture des classiques, la poésie, passion qu'il conservera toute sa vie, ce qui m'a été confirmé par une descendante de sa fille adoptive que j'avais eu l'occasion de rencontrer lors du bicentenaire de la naissance de Ballard et pour l'exposition que j'avais organisée pour cette occasion à Montpellier. À 16 ans, Ballard avait beaucoup lu et s'était familiarisé avec les hautes pensées de la morale. J'arrive pas ? Hein ? Avec les hautes pensées de la morale, les méthodes de la logique et les finesses de l'esprit. Étudiant en pharmacie et aide préparateur en chimie à la faculté des sciences, il eut 2 médecins montpelliérains comme maîtres, mais également des chimistes reconnus. Il s'agit de Jacques-Étienne Bérard pour la pharmacie et de Joseph Anglada pour les sciences. Je fais un petit aparté sur Jacques-Étienne Bérard. C'est le fils d'Étienne Bérard, parce que hier on nous a beaucoup parlé de Chaptal. Et son père, donc, Étienne Bérard, a été le collaborateur de Chaptal lorsque ce dernier avait créé l'usine de la paille à Montpellier, qui était une fabrique de produits chimiques, mais également de produits pharmaceutiques. D'autre part, son fils, donc Jacques-Étienne, avait été également un des derniers membres de la Société d'Arcueil, on nous en a parlé également hier, créée par Claude Berthollet, le savant napoléonien en 1802. C'est alors que le hasard ou la chance va intervenir, ce que les anglo-saxons ont appelé la serendipity, et que l'on retrouve dans bien des découvertes, c'est-à-dire le fait de découvrir autre chose que ce que l'on cherche. Ballard l'a écrit dans sa lettre qu'il a adressée à l'Académie de Paris, où il est fait mention de sa découverte. Je le cite, « Je voulais mettre en évidence l'iode et j'ai découvert le brome », ce qui, entre parenthèses, avait échappé au savant allemand Liebig, qui effectuait à ce moment-là les mêmes recherches, ce qui montre toute la sagacité de l'étudiant Ballard. Mais comme l'écrira plus tard son élève à l'école normale Louis Pasteur, et je le cite, « La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés ». Jean-Baptiste Dumas dira lui-même à ce sujet, et je le cite Dumas, que le hasard fit peu, mais presque tout, la logique. L'étudiant de 24 ans se révèle un excellent manipulateur, mais aussi un observateur hors pair. C'est son maître, le professeur Bérard, qui fera part de la découverte de son élève à l'Académie des sciences de Paris, du 35e élément simple, le brome. Une autre singularité de cette découverte, c'est qu'elle ne sera confirmée qu'en 1926, à l'ouverture du pli cacheté numéro 81 que Ballard avait adressé à l'Académie en 1826, soit 100 ans après la découverte. Ce pli, d'ailleurs, confirme la date de la découverte et permettra surtout
de connaître les détails de cette découverte. Pendant cette période provinciale, Ballard obtiendra ses diplômes universitaires. Sa recherche va se poursuivre parallèlement à l'exercice de sa profession qui dura une décennie. Sa pharmacie, aujourd'hui disparue, était assise rue de l'Argenterie. Mais ces meubles existent toujours et on peut les voir dans une pharmacie d'un petit village proche de Lunel. Alors, il va également va occuper la chaire de physique en pharmacie et succédera à son maître en sciences dans la chaire de chimie. Vu son jeune âge, les débuts de son enseignement en sciences furent houleux. Dans les archives de la faculté des sciences, il est reporté que pour éviter le chahut, les professeurs décidèrent de se présenter au prochain cours de Ballard en robe. La leçon porta ses fruits. Le neveu de Ballard, le professeur en pharmacie Félix Jean-Jean, écrira pour le centenaire de la découverte donc, du brome, et je le cite, que son oncle était doué d'une incomparable facilité d'élocution. La netteté, en même temps que la simplicité de son exposition, feront de ses cours une causerie aussi attrayante qu'instructive. Enfin, un autre élève de Ballard, Paul Schussenberger, rapporta que celui-ci, alors déjà professeur, enseignant donc dans les deux facultés dont je vous ai parlé, continuait ses recherches dans ses étangs du Bagnas, près de Sète, où il se rendait à pied d'ailleurs, et sur les matières premières retirer des eaux salines. Parfois fatigué, il s'enroulait alors dans son manteau avant de revenir, se couchait dans le fossé pour être frais et dispos pour son cours du lendemain. Or, à cette époque, sa notoriété était en place. Cette anecdote souligne toute la modestie de ce personnage. Son maître Bérard va lui ouvrir donc les portes de sa manufacture chimique de la paille et lui permettra de passer du laboratoire à l'industrie. Ballard va prendre donc des brevets qui ensuite servira pour la compagnie des Salins du Midi, dont il deviendra plus tard un conseiller scientifique. Abandonnant son célibat, si j'ai le temps, je vous repasserai. Oui. Donc voilà, là c'est. Vas-y. Il s'agit de la maison de Ballard, dont je vous ai parlé. Ici, c'est l'obtention de son diplôme lorsqu'il l'a signé, alors qu'il n'avait pas 25 ans. Et vous voyez, on a dû demander une dispense d'âge pour qu'il puisse passer ses examens, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas s'installer avant d'avoir atteint 25 ans. Depuis, c'est terminé, mais bon. Et au bas, vous avez le blason des apothicaires montpelliérains. Vous reconnaissez donc Saint-Roch. Je continue donc mon exposé. Son maître donc il va abandonner son célibat. Il va se marier et de son mariage naîtra trois enfants, dont deux moururent hélas en bas âge. Mais il adoptera les deux enfants de son épouse. En effet, il s'était marié avec une jeune femme qui avait déjà deux enfants, fille de dentiste de Lyon. On ne peut que constater la détermination et le courage du jeune chercheur qui ne fuit pas ses responsabilités. Son fils aîné, voué à un bel avenir, va décéder jeune. Et c'est le petit-fils adoptif de Ballard, Jean Renoux, qui lui succédera au Collège de France. Heureusement, ces enfants adoptifs permettront à Ballard d'avoir l'immense joie d'être grand-père. Commence alors sa période parisienne. En 1839, elle est moins féconde, mais sur le plan scientifique, mais sa notoriété lui permettra d'enseigner à la Sorbonne, à l'École normale supérieure, la Faculté des sciences, au Collège de France. Il participera aux expositions universelles, faisant obtenir des médailles d'argent pour notamment la Compagnie des Salins du Midi, pour la qualité des produits chimiques exposés. Il encouragea ses élèves, comme Louis Pasteur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il avait connu à l'École normale supérieure donc de Paris, alors qu'il était maître de conférence, et également Marcellin Berthelot. Alors ce dernier, Berthelot, va devenir professeur de pharmacie en chimie organique, matière alors en pleine évolution, et Ballard va pousser d'ailleurs Berthelot dans cette direction.
Et Ballard partageait avec Berthelot l'amour des classiques. Ballard fut également membre de l'Académie des sciences, succédant à Darcet, membre de l'Institut de France, président de la Société chimique de France, président de la Société de photographie jusqu'à la fin de sa vie, membre fondateur de l'Association française pour l'avancement des sciences et vice-président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Ces diverses fonctions lui permettront de participer à de nombreux jurys, d'écrire des articles dans les revues scientifiques, d'examiner les travaux de jeunes chercheurs, de répondre à ce qu'on attendait de lui. Et la contrepartie de tout cela, c'est que sa recherche va en pâtir. Cette gloire ne s'est jamais démentie, car aujourd'hui encore, des chimistes étrangers viennent à Montpellier mettre leurs pas dans les siens, comme le professeur Marshall d'une grande université américaine, ou encore le professeur belge Paul de Beauvert de l'Université catholique de Louvain, que j'ai bien connu puisqu'ils étaient venus au musée pour prendre plus de renseignements sur Ballard. Bien sûr, leur visite donnera naissance à de nombreux livres où Montpellier sera cité, et bien entendu Ballard. Mais Ballard n'oubliera jamais sa ville de Montpellier, car son dernier acte sera de faire rouvrir la faculté de droit qui avait été fermée à cause de ses étudiants particulièrement turbulents et peu favorables au régime politique d'alors. Ballard sera décoré de la Légion d'honneur, s'éteindra à Paris en 1876. Sur la fin de sa vie, il confiera à ses amis, je le cite, « Surtout, n'oubliez pas de dire que je fus élève en pharmacie. » Merveilleux hommage qu'il rendait ainsi à ses maîtres. Mais en quoi la découverte du brome est-elle importante? Par ses nombreuses applications dans différents domaines, mais pas seulement. Laissons la parole à Jean-Baptiste Dumas, secrétaire de l'Académie des sciences. Je le cite. « La découverte du brome constitue le point de partage entre deux époques de la chimie. Avant qu'il eût été signalé, le brome, les éléments étaient considérés comme indépendants les uns des autres. C'est surtout depuis qu'il est connu qu'on a vu, sans incertitude, qu'ils se rangeaient par famille naturelle et que lorsque celle-ci était incomplète encore, on pouvait non seulement prévoir la découverte de l'élément ignoré, dont la place restait inoccupée, mais en prédire toutes les qualités. M. Ballard a constitué la première des familles naturelles de la chimie. Il a fait pressentir aussi aux philosophes une origine commune à ces trois substances, je vous les citerai tout à l'heure, de la constitution de la matière et de la conception du monde. En effet, appartenant à la même famille, il y avait le chlore, le brome et l'iode. Donc c'était les trois qui étaient découvertes. Il y manquait le dernier, qui était le fluor, et qui sera découvert plus tard parce que le plus difficile à mettre en évidence. Et alors, j'ouvre une petite aparté. Je voudrais faire remarquer que cette famille des halogènes, qui veut dire engendre les sels, a été faite par des pharmaciens, tous pharmaciens, un Suédois, Shell, avec le chlore, et les trois autres Français. Parce que Moissan va devenir prix Nobel de chimie à ce moment-là. Alors, quand Dumas parle de l'élément dont il va prendre la place, c'est qu'il pense à la table de Mendeleïev et donc à la table périodique des éléments, où effectivement le brome prend sa place entre le chlore et l'iode. Et donc, effectivement, du temps de Ballard encore, ce tableau n'avait pas été encore mis en place. Jean-Baptiste Dumas, donc, en signalant, il dit enfin, on ne peut que rester admiratif quant à la profondeur de pensée du jeune Ballard, dont la découverte allait ouvrir des perspectives nouvelles à la chimie. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse en signalant que cette famille, les halogènes, dont je vous ai parlé, avait été trouvée par des pharmaciens. Un petit cocorico en l'occurrence. Comment connaître l'influence qu'a pu avoir Ballard sur ses élèves en pharmacie lorsqu'il enseignait dans sa ville natale? J'ai retrouvé dans les archives de la faculté donc de la
de pharmacie, la preuve indéniable de l'émulation qu'un tel maître inspira. En effet, il fut créé un cercle pharmaceutique au sein même de l'établissement par les étudiants, sous l'œil bienveillant de leurs professeurs et avec leur participation. Son but était la communication intergénérationnelle, dont vous voyez rien de nouveau, la lecture de journaux professionnels, la discussion sur les cours et la préparation d'exposés médicamenteux, ébauche de ce qui deviendra la future thèse d'exercice en pharmacie. L'initiateur d'un tel projet n'était autre que le stagiaire en pharmacie de Balard, butérois d'origine et qui achètera plus tard la pharmacie de Balard. Je veux parler de Lutran. Ce cercle ne dura peu, évidemment, que l'espace des études donc, de se nommer Lutran. Mais vous voyez, on a quand même deux petites remarques là, l'impression qu'avait pu faire un tel savant lorsqu'il était présent à Montpellier. Alors, mais que pensait Balard lui-même de la science? Je le cite. La science ne pouvait pas seulement avoir pour mission de satisfaire chez l'homme ce besoin de tout connaître, de tout apprendre, qui caractérise la plus noble de ses facultés. Elle en a aussi une autre, moins brillante sans doute, mais peut-être plus morale, je dirais presque plus sainte, qui consiste à coordonner les forces de la nature pour augmenter la production et rapprocher les hommes de l'égalité par l'universalité du bien-être. Cette réflexion confirme toute la grandeur d'âme de ce savant, souvent critiqué mais aussi jalousé. Il avait su échapper aux sirènes de la vie mondaine parisienne en conservant une certaine frugalité dans sa façon de vivre. Ses amis de l'Institut de France d'Anvers, dont on nous a montré des photos hier également dans une conférence, ne s'y sont pas, rapportent, lors de son hommage à l'Institut, va dire de lui, je cite d'Anvers, « Savant, pauvre, il était riche, et sa richesse lui venait de cœur. Il était simple dans ses manières, sincère dans ses paroles, ferme dans ses promesses, fidèle dans ses affections. » Et ce sera le mot de la fin. Alors, comme j'ai quelques minutes, oui. Donc je vais vous passer quand même. Voilà, ces maîtres, Bérard et... Voilà ces maîtres, donc Bérard et Anglada, à la fac de sciences, et Bérard Jacques-Étienne. Voici donc la découverte du brome, le montage qui a été fait. Il faut rester quand même admiratif quand on voit avec les moyens de bord qu'ils avaient alors pour faire cette découverte. C'est ça qui est faramineux, c'est de voir qu'avec peu de choses, ils étaient capables de trouver, de faire des découvertes aussi importantes. Vous avez ici le brome, puisque le brome n'existe pas à l'état naturel, il est sous forme de sel, puisque les halogènes veut dire engendre des sels. Donc, il faut déjà l'extraire pour pouvoir le mettre en évidence. Et là, vous avez donc le flacon qui contient un liquide qui est le brome et qui, malheureusement, a tendance à la température ordinaire à se transformer en gaz et qui est un gaz toxique. Vous avez également donc tous ces enseignements qu'il a fait, c'est quand il était à Paris. Ici, évidemment, vous avez toute la liste des différentes chaires qu'il a occupées et des différentes fonctions qu'il a eues. Là, voilà, vous voyez qu'il porte sur son visage, je pense, si vous êtes comme moi, une certaine bonhomie qui montre le bonhomme que c'était. Et là, c'est la plaque de commémoration qui figure toujours dans rue de l'Argenterie au moment pour la découverte du brome. C'était pour le centenaire donc, de cette découverte. Et là, je terminerai sur cet ensemble de chimistes montpelliérains. Vous avez donc Bérard, son élève Balard, d'un autre côté Guérard, donc les trois sont des pharmaciens, et le quatrième est Chancel, qui lui, évidemment, a aussi sa place. Alors, ces statues figuraient dans l'ancienne faculté de pharmacie qui était, comme vous l'a dit M. Jarry, le premier collège de médecine, le collège royal de médecine. Ça a été enlevé puisque c'est devenu la panacée. J'espère
qu'elles ont été conservées. Et c'est tout le mal que je souhaite à ces charmantes statues. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je rappelle d'avoir tenu les délais compte tenu du temps perdu pour